Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30. Dans l'actualité ce lundi, politique élection présidentielle 2018, ceinture de sécurité du gouvernement autour des populations. Une réunion tenue ce jour à Yaoundé fixe le cap pour un scrutin dans le calme. Vous aurez les assurances de Joseph Betty Assomon, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, dans ce journal. En société, les chiffres de la douleur. Entre 2011 et 2014, le nombre de naissances pour 1000 femmes a diminué d'environ 8% au Cameroun. Le calvaire des familles pour avoir un enfant, c'est le dossier du 20h30 ce soir. Et en sport, Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun marque des points pour la qualité des préparatifs. Les inspecteurs de la CAF viennent de le dire. Ils viennent de dire leur satisfecit au Premier ministre Philémon Yang. Il les a reçus au terme d'une semaine d'inspection des travaux. Nous serons à l'immeuble Étoile avec Laurentine Bekono dans quelques instants. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par ces bonnes nouvelles qui viennent de la Confédération africaine de football. Les experts de la CAF se disent satisfaits du niveau d'avancement des travaux préparatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ils l'ont confié au Premier ministre Philémon Yang cet après-midi. C'était au cours d'une audience à l'immeuble Étoile. Compte rendu, Laurentine Bekono. Leader sur le terrain, leader en Afrique, premier pays à organiser la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes, les propos sont de Senghor, membre du comité d'organisation de la CAN à la Confédération africaine de football. Ce lundi 13 août 2018, dernier jour d'inspection des infrastructures devant accueillir la CAN Total Cameroun 2019 et première livraison du rapport du comité d'experts de la CAF. Satisfait dans l'ensemble au terme de l'évaluation des prestations en cours, tant au plan des infrastructures sportives qu'au plan des structures d'accueil. Nous avons constaté tous les efforts qui ont été réalisés par le Cameroun dans le domaine de la réalisation des infrastructures sportives et dans les autres domaines, mais aussi, je pense que c'est important aussi, cet engagement qu'ils ont senti, donc les missionnaires, par rapport donc à la réalisation des objectifs qui sont fixés et surtout des délais. Sérénité, assurance sur les visages des hôtes du Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang. Échange empreint de convivialité. Le ministre des Sports, Bidung Pat, présente le comité des experts de la CAF comme des hommes pétris d'expérience et qui aiment le Cameroun. Melvin Picnic, vice-président du comité d'organisation de la CAN, va au-delà de cette appréciation pour laisser entendre que le Cameroun et la CAF sont des partenaires et regardent vers la même direction. Aujourd'hui, nous, CAF, nous misons sur cette valeur reconnue du Cameroun à pouvoir relever les défis. Ils l'ont toujours fait sur le terrain, ils l'ont fait en matière de leadership. Aujourd'hui, l'histoire a voulu que, pour la première fois qu'on a une CAN à 24 sous l'égide du nouveau comité exécutif, ça soit le Cameroun qui organise. Et nous n'avons pas le doute que le Cameroun, avec à sa tête et sous son impulsion, Monsieur le Président donc Paul Biya et l'ensemble de son gouvernement, va relever ce défi. Et la CAF a insisté sur une chose, elle est là pour accompagner, pour pousser à l'atteinte de cet objectif qui n'est pas seulement l'objectif d'un peuple, mais l'objectif d'un tout un continent. Plus l'on se rapproche de la CAN Total Cameroun 2019, plus il devient clair pour tous que ça se jouera au Cameroun et nulle part ailleurs. Après avoir sillonné les installations et les infrastructures pendant toute une semaine, les inspecteurs de la CAF ont livré leurs sentiments et leurs satisfecit. C'était au cours d'une réunion tenue ce jour à Yaoundé. Les précisions avec Évariste Yenga. Délocaliser l'organisation de la CAN 2019 du Cameroun à un autre pays, cela ne se produira pas. Personne n'enlèvera l'organisation de la CAN au Cameroun. C'est un pays de référence, pas seulement au niveau africain, mais aussi au niveau mondial. Je l'ai dit hier, je connais mieux les légendes du football camerounais que celles du Nigeria, mon pays.
Le statut du Cameroun de pays leader du football africain plaide donc en sa faveur. Et aussi, le standard des infrastructures en construction est relevé. Ce que nous avons vu est assez impressionnant. Le gouvernement a investi de lourds moyens pour organiser la meilleure des CAN jamais vécue. Nous sommes très impatients de voir ça. Il y va donc de défendre l'image de marque du Cameroun et des Lions indomptables en honorant ses engagements, dira Amadou Pinnick, le chef de mission et premier vice-président de la CAF. Danny Jordan ne dira pas le contraire. Le Sud-Africain, président du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2010, suggère en plus l'implication sans relâche de chaque Camerounais dans l'organisation. Les attentes de la CAF sont des innovations. Nous voulons que le Cameroun organise la première CAN avec beaucoup d'innovation sous l'ère Ahmad Ahmad. Bidung Bat, président du COCAN, le comité local d'organisation, dira sa gratitude à la CAF pour son aiguillage et ses assurances. Les membres des commissions techniques présentées aux experts de la CAF, la joie et la synergie se dessinent au coup de sifflet final, la photo de famille. Je vous le disais en titre, pour des élections en toute sérénité le 7 octobre prochain, le gouvernement prend des mesures garantissant la sécurité sur l'étendue du territoire national. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a tenu ce lundi matin à Yaoundé une réunion spéciale. À cet effet, Joseph Betty Assommo a donné des consignes pour un bon déroulement du scrutin présidentiel. Compte rendu, Séverin Legambélé. Tout le monde est conscient des enjeux sécuritaires de l'heure. Dans un délai de 55 jours, il faut pouvoir organiser, dans la paix et la discipline, les opérations de vote avant, pendant et après le scrutin du 7 octobre. Sur instruction du chef de l'État, chef des armées, les responsables des forces de défense et de sécurité se sont retrouvés ce lundi dans la salle de conférence du cabinet du ministre de la Défense pour faire le tour de la question. Un état des lieux de la situation sécuritaire dans les régions militaires et de la gendarmerie. Joseph Betty Assommo, dans l'unique communication de la cérémonie protocolaire ouverte à la presse, a réaffirmé le soutien du haut commandement aux forces de défense et de sécurité, victimes ces derniers temps d'une série d'accusations susceptibles de ternir leur image. Les comportements des forces de défense et de sécurité, je dois le dire ici, sont bons. Et les cas isolés d'indiscipline, lorsqu'ils sont avérés, à la suite d'enquêtes appropriées, sont réprimés sans complaisance aucune. L'avalanche d'accusations et de critiques de certains acteurs locaux et étrangers contre les forces de défense et de sécurité depuis un certain temps. Les hommes sont moralement préparés pour faire face à ces attaques, puisqu'il faut les appeler ainsi. Le moral des forces de défense et de sécurité ne sera nullement atteint par ces attaques malveillantes. La réunion spéciale d'évaluation sécuritaire tenue au ministère de la Défense a intégré d'autres grands moments de la vie nationale. Par exemple, la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Force de défense, impunité zéro pour les brebis galeuses en mettant aux arrêts les 7 soldats impliqués dans l'exécution horrible de femmes et d'enfants dans les régions de l'extrême nord. L'armée consolide sa posture d'institution républicaine intransigeante sur l'indiscipline et impitoyable avec ceux des éléments qui s'écartent et qui foulent aux pieds les lois de la République. Éric Benjamin Lamère. Les 7 militaires, auteurs présumés de l'exécution sommaire des femmes et des enfants dans la région de l'extrême nord, sont donc aux arrêts. Ils répondront de ce qui leur est reproché devant la juridiction compétente. Et si leur culpabilité est établie, ils seront sévèrement punis conformément à la loi. Et parlant de loi justement, elle est particulièrement impitoyable à l'endroit des soldats coupables de forfait. Le nouveau code de justice militaire, promulgué il y a un peu plus d'1 an, prévoit des peines pouvant aller jusqu'à plus de 20 ans d'emprisonnement ferme pour les soldats ayant, entre autres, fait un usage inapproprié de leurs armes, pour ne citer que cet exemple. Des soldats interpellés et traduits en justice, c'est plutôt courant. On se souvient que les soldats qui avaient ouvert le feu sur leurs chefs et camarades avaient été traduits en justice, tout comme ceux qui avaient initié un mouvement d'humeur en interrompant la circulation sur la nationale numéro 1 entre Mora et Koussiri.
On se souvient également de la mise aux arrêts du soldat de première classe Arthur Mbida, accusé d'agression sexuelle sur la jeune Violette Dikaou en juillet dernier à Bamenda. Il y a 3 ans, 4 militaires sont ratés des effectifs des forces de défense pour des actes odieux qui entachent l'image des forces de défense, avait-on pudiquement annoncé. Ces sanctions ne visent pas uniquement les militaires de rang et les sous-officiers. Même les officiers, y compris les officiers généraux, font l'objet de sanctions lorsqu'ils sont reconnus coupables d'actes d'indiscipline, d'insubordination ou de tout autre cas susceptible de nuire à l'armée et de briser le lien armée-nation. La discipline est la principale force des armées, dit-on habituellement, et une armée digne de ce nom est celle qui maintient cette discipline en écartant de ses rangs tous ceux qui ne s'y conforment pas. C'est le choix que continue de faire l'armée camerounaise avec la mise aux arrêts des présumés auteurs de cette véritable boucherie humaine. Et cette triste nouvelle en provenance du sud-ouest, il s'agit de l'assassinat de Sa Majesté Essohito, chef supérieur des Kondotiti dans le département du Ndian. Les premières enquêtes révèlent qu'il a été surpris en pleine séance de prière par des individus lourdement armés qui l'ont aussitôt amené à l'extérieur de l'église avant de l'abattre, comme le confirme ce récit de Stéphane Tala. Selon les premiers témoignages, Sa Majesté Essohito, le chef supérieur des Balondo, a été surpris en pleine prière par des individus armés non identifiés ce dimanche à la Baptist Church et Kondotiti dans le Ndian. Nos sources révèlent que ces derniers ont fait irruption dans l'assemblée et forcé la victime à l'extérieur de la chapelle où ils vont la battre par balle avant de prendre la poudre d'escampette. Son corps a été conduit à la morgue de l'hôpital régional de Limbe. L'ancien président de la conférence traditionnelle du Sud-Ouest et autrefois PCA de la Pamol n'est plus et c'est tout le département du Ndian et les populations de la région qui sont en larmes. Un assassinat qui vient s'ajouter à celui d'un autre chef traditionnel, Sa Majesté Banda du village Lisoka, récemment en captivité avec 7 autres chefs du département du Fako. L'actualité politique de ce journal est dominée par les stratégies de pré-campagne électorale. Dans ce chapitre, les femmes occupent les devants de la scène. Au RDPC, par exemple, l'organisation des femmes était en conclave ce jour au siège de ce parti à Yaoundé, en présence du secrétaire général du comité central, Jean Kouété. Le bureau national de l'OF-RDPC a réuni ses responsables venus des 10 régions et ceci pour planifier une victoire incontestable au candidat du RDPC. Les détails avec Alvin Giselze. Par le passé, les prestations de ces femmes du RDPC ont toujours été remarquables. Pour l'élection présidentielle à venir, l'OF-RDPC entend encore marquer les esprits par une mobilisation exceptionnelle. Le bureau national en conclave au siège du parti peaufine sa stratégie. L'objet principal de notre réunion est de mettre en commun nos stratégies, élaborer notre plan d'action que nous appelons la campagne au féminin et pour nous mettre en bon ordre de bataille, d'abord au niveau du bureau national et ensuite au niveau du terrain. Une rencontre hautement stratégique, saluée par le secrétaire général du RDPC. Jean Kouété reconnaît la force et l'engagement de ces femmes. La base militante du parti sera informée des décisions prises au cours de ce conclave à travers les présidentes de session venues des 10 régions du Cameroun. Pour Yawa Issatou, il est question d'assurer une victoire écrasante au candidat du RDPC dont le projet de société, à son sens, assure un avenir radieux à la femme. Ce que nous cherchons, c'est le plébiscite de notre candidat, son Excellence Paul Biya. Au cours de ces assises, l'on a condamné les actes de violence enregistrés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La réunion du bureau national de l'OF-RDPC donne le signal de la mobilisation. Et hier dimanche, à Ayos, un meeting du RDPC a mobilisé les militants de la localité autour du chef de la délégation permanente de ce parti dans l'Union Ifoumou, Robert Nkili. Les participants ont promis la victoire de leur candidat, Paul Biya. Philippe Roger Sama. Sur les berges d'Union à Ayos, l'élan de soutien des militants du RDPC d'Union Ifoumou à la candidature du président Paul Biya gagne en intensité. Autour du chef de la délégation permanente départementale,
Les parlementaires, élus locaux, chefs traditionnels et toutes les têtes couronnées du parti dans cette circonscription politique, dans un élan d'harmonie avec la base militante, ne cachent pas leur détermination à accorder au candidat du RDPC un plébiscite le 7 octobre prochain. Votre Nyon Infoumou est derrière vous. Votre Nyon Infoumou vous élira comme à l'accoutumée. Aucune voix ne disparaîtra. Présenté comme un homme de paix et bâtisseur inlassable, toutes les interventions ont rappelé aux militants et à la mémoire collective les bonnes raisons de voter Paul Biya. Nous avons porté notre choix sur la personne de M. Paul Biya. Seule chance de notre devenir national. Car avec son excellence Paul Biya, le Cameroun, notre pays, est en train de se transformer et de se développer. Plusieurs stratégies sont en effet mises sur pied pour garantir la victoire annoncée. Les militants ont été invités à s'investir dans le retrait des cartes d'électeurs afin que le 7 octobre, aucune voix ne manque à l'appel en faveur du candidat champion, fervent défenseur de l'unité nationale. Au cœur du dossier de la rédaction ce soir, un cri, une naissance, un enfant et le bonheur de donner la vie. Avoir un enfant est, pour de nombreuses familles, l'objet d'une quête quotidienne et tout y passe. Prière, médecine moderne et traditionnelle, pratique entre espoir et désespoir sous le regard stressant de la société. Comment les Camerounais se battent au quotidien à la recherche d'un bébé? D'une mère de la rédaction, voici le regard d'une mère de la rédaction, c'est Martine Weldengue. Le cri du bonheur, son absence, source de malheur pour beaucoup. J'ai eu ma première grossesse, mais la grossesse a été portée disparue. Sans le père de l'enfant, je me serais suicidée. J'ai encore prié pendant 2 ans et demi. Dieu m'a donné ce merveilleux enfant. Je l'appelle tout pour moi. Dans les sociétés négo-africaines, donner naissance à un enfant est un facteur d'épanouissement, un cadeau pour dire le moins. L'enfant est une sorte d'assurance tout risque. Quand vous avez des enfants, vous savez que votre vie et même votre mort vont se dérouler de façon faste. Vous aurez, lorsque vous allez rendre l'âme, des obsèques dignes. Et comme on dit chez nous, vous avez la certitude que les chiens ne mangeront pas votre corps. La société évolue, les avis sur la question aussi. C'est le Seigneur qui donne les enfants. Je dois lui supporter. Comme ça peut m'arriver aussi, elle doit me supporter. J'ai beaucoup de gens de ma famille qui ont fait des enfants. Je peux faire de ces enfants mes enfants. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne gêne même pas l'homme à qui je suis ensemble. Tant mieux pour maman Marie, mais dans la société camerounaise, avoir un enfant demeure une quête permanente. Certains sont prêts à tout pour y arriver. Lorsque une femme n'accouche pas et qu'elle se met à prendre des décoctions qui peuvent mettre en péril, en danger sa vie, c'est une sorte de mort physiologique. Nous comprenons cela, mais en même temps, nous le dénonçons. Le problème est réel. Une récente enquête démographique de santé établit qu'au Cameroun, au moins 40 couples sur 100 sont affectés par les problèmes d'infertilité. Et dans cette quête effrénée d'enfants, la fécondation assistée dans les hôpitaux est de plus en plus sollicitée, comme le démontre ce reportage de Sierti Douala. La fécondation in vitro, technique de procréation assistée, consiste à favoriser la rencontre entre spermatozoïdes et ovules pour provoquer une fécondation en laboratoire. Elle vient en renfort lorsque la nature ne fait pas de cadeaux. Les femmes qui ont des trompes bouchées, les femmes qui n'ont pas de possibilité d'avoir des ovulations, les hommes qui ont des spermes qui ne sont pas de bonne qualité. Voilà les 3 critères qui font qu'on va arriver à cette technique-là. Après un bilan de santé complet, la prise d'antibiotiques en cas d'infection, les premières étapes de la FIV peuvent être pratiquées. La première partie, c'était la stimulation ovarienne, c'est-à-dire qu'on lui a fait les piqûres pendant 11 jours pour qu'elle produise des œufs. Aujourd'hui, on est venu retirer ces œufs-là sous échographie, sous anesthésie locale. Ces œufs ont été transférés
au laboratoire de fécondation in vitro où ils vont être mis en contact avec les spermatozoïdes pour la fécondation donc in vitro, c'est-à-dire à l'extérieur du ventre de la femme. Et ensuite, dans 2-3 jours, maximum 5 jours, on verra le nombre d'embryons qu'on aura et c'est ces embryons-là qu'on reprendra pour venir les mettre dans l'utérus. Une fois le transfert effectué, la patiente sera mise sous progestérone, fera un test de grossesse au bout de 2 semaines pour vérifier que l'embryon est bien disposé. Et si tel est le cas, dans 9 mois, elle pourra mettre au monde un joli bébé. Et pour résoudre cette équation difficile qu'est la procréation, une solution décisive existe depuis 2016 dans le secteur de la santé au Cameroun. Il s'agit du Centre de recherche et d'application de la chirurgie endoscopique et reproductions humaines, le CRACER. Un hôpital de référence dédié à la femme et compétent même pour les cas d'infertilité. Joseph Clément Omba. L'histoire des bébés au CRACER s'apparente à une belle odyssée dans l'histoire de la fécondation in vitro au Cameroun. Depuis le vendredi 6 mai 2016, jour d'inauguration de ce centre hospitalier par sa marraine, Mme Chantal Biya, près d'une centaine de bébés y sont nés. Les 3 premiers, portés ici par leur maman, poussent leur premier cri en juillet 2016. Dieu peut tout faire. Ça, c'est un miracle de Dieu dans notre couple. Merci à la première dame. C'est la joie immense. Oui, très très contente. Très grande fierté. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il a vraiment montré qu'il est le Tout-Puissant. Les papas ne sont pas en reste. Nous avons prié, nous avons cheminé ensemble parce que c'est un élément essentiel dans cette procédure. 30 ans d'attente d'un enfant et il arrive, on n'avait plus de mots. Au CRACER, on a même enregistré plusieurs grossesses gémellaires, dont des triplés. C'est la deuxième fois que nous avons des triplés ici. Et c'est une très grande joie. La réputation du CRACER a dépassé les frontières camerounaises et même africaines. Cas de ce couple français, ils avaient essayé plusieurs fois en Europe. Au CRACER, le coup d'essai fut le coup de maître. C'est mon moment pour dire quelle joie. C'est mon tout premier bébé, donc je suis vraiment très émue. Je remercie la première dame du Cameroun d'avoir pu réaliser un établissement de la sorte. Si l'on a atteint ces résultats, c'est grâce à un plateau technique de haut niveau enrichi de 6 blocs opératoires, dont un bloc pour la fécondation in vitro. L'on compte ici 2 salles pour injection cytoplasmique de spermatozoïdes, ICSI en abrégé. L'ICSI, c'est la pointe, c'est le sommet. Donc ça donne le maximum de chances au couple et avec le plus grand taux de grossesse. Au traitement de l'infertilité se greffe la prise en charge d'autres pathologies gynécologiques, notamment la cancérologie gynécologique, la chirurgie de reconstruction du sein. La vision de Mme Chantal Biya étant futuriste. Au-delà de ces spécialités, le CRACER, qui sert aussi de plateforme d'enseignement pour les étudiants en médecine, est également une maternité comme les autres, avec une centaine de lits d'hospitalisation, des salles de travail et d'accouchement, du matériel pour la néonatologie, des équipements qui font du CRACER aujourd'hui une grande destination sanitaire en Afrique au sud du Sahara. C'est bref avant la suite du journal. D'abord, la communauté urbaine de Bertoua qui a un nouveau délégué du gouvernement. Un décret présidentiel signé ce jour nomme M. Wamanembele au poste de délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua. Et puis, contentieux préélectoral en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Les membres du Conseil constitutionnel examinent depuis ce matin en audience privée les requêtes introduites par certains candidats recalés et les mémoires de défense déposées par les partis mis en cause. La désignation du rapporteur de chaque recours est attendue, mais on annonce déjà pour vendredi la tenue des audiences publiques. Ce sera à partir de 9h. En économie, le gouvernement
table déjà sur les programmes à inscrire dans la loi de finances 2019. Le comité interministériel chargé de l'examen de la question est réuni depuis ce matin à Yaoundé. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, préside les travaux auxquels prennent part les secrétaires généraux des ministères et les présidents des commissions des finances des deux chambres du Parlement. Marie-Laurence Kay. La session 2018 du comité interministériel d'examen des programmes se tient dans un contexte particulier. Tout d'abord, au lendemain de l'entrée en scène de la loi portant régime financier de l'État et celle portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Également, dans un contexte de fin de deuxième triennat de mise en œuvre de budget programme qui ouvre ainsi la voie au troisième triennat 2019-2021. Il s'agit dans un premier temps de poser les bases pour l'évaluation de la deuxième phase de la vision. Nous sommes sous programme. C'est toujours important que la loi des finances 2019 soit préparée dans cet esprit-là pour que le contenu des budgets des administrations tienne compte des engagements du gouvernement par rapport à ce programme. Nous avons la décentralisation qui est une option forte du gouvernement. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, principal document de planification et d'orientation des stratégies sectorielles depuis 2010, arrive à terme en 2019. Le DAC avait mis l'accent sur l'énergie et l'infrastructure. Nous pouvons considérer que beaucoup a été fait pendant la mise en œuvre du DSE. Et nous faisons ces évaluations-là pour pouvoir se projeter à nouveau dans l'avenir et déterminer les nouveaux défis par rapport à notre pays. Les questions de sécurité, la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, toutes ces réflexions et bien d'autres doivent être mises en exergue dans une approche sectorielle. Dans la grande enquête du 20h30 ce soir, l'argent fait du bruit. Cet argent se trouve dans les coffres forts des banques et établissements financiers où dorment plusieurs milliards intouchables alors même que l'économie nationale est en quête de financement. La raison, le non-respect de la réglementation par les demandeurs de crédit et les banquiers. Conséquence, un phénomène appelé surliquidité bancaire que nous présente ici. Luc, bienvenue au Nana. Une question d'argent, l'accès au crédit bancaire, un chemin dont les souffrances si souvent silencieuses finissent toujours par se faire entendre. Le financement bancaire au Cameroun est assez difficile dans la pratique et ceci peut se justifier pour d'autres raisons qu'on peut évoquer. Cri de cœur ici, plus loin, une voix qui rassure. L'argent est là, cherchant preneur. L'argent, il y en a et nous croyons que nous avons le minimum qu'il faut pour financer l'économie. En attendant qu'un profil indiqué se présente, les coffres forts continuent d'encaisser moins qu'ils ne décaissent, jusqu'à ce que l'on en arrive à une surliquidité. La surliquidité bancaire est un phénomène qui apparaît lorsque il y a un excédent de liquidité bancaire ou de liquidité d'épargne qui n'a pas été redistribué sous forme de crédit à l'économie. Si l'abondance ne peut pas nuire dans certains domaines, ça n'est pas le cas dans d'autres, à l'instar de celui des finances où les lignes rouges, celles d'en haut et celles d'en bas, exigent un suivi strict. C'est un phénomène qui peut étouffer le bon fonctionnement de la banque si la banque n'arrive pas à rémunérer à terme les dépôts qui ont été exécutés par un certain nombre d'épargnants. Selon qu'on est dans la posture d'un demandeur de crédit ou d'un banquier, le langage sera à la révision des modalités ou à l'appel d'un changement de mentalité. Il faudrait s'assurer d'une très grande objectivité dans l'étude des dossiers de demande de prêt. Le problème de la culture du non-remboursement fait qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile à certaines personnes d'emprunter et de rembourser. Face à cette situation de ping-pong, créée par la rareté des financements, alors même que les besoins d'investissement se font ressentir, la Banque des États de l'Afrique centrale vient de mettre sur pied un dispositif, celui qui lui permet de fournir régulièrement des liquidités au marché monétaire de la CEMAC. Avec l'aide des autorités de régulation sous-régionales, nous avons par exemple la centrale des incidents de paiement
Nous avons le fichier bancaire national des entreprises. Nous avons le cadre de suivi des établissements de microfinance. Satisfaction totale, peut-être pas, mais une chose est sûre, la conjoncture actuelle est loin de faire penser que tout est noir sous le ciel du Cameroun. Temps sans faux, Luc, bienvenue au Nana. À Kribi, dans le sud, 50 jeunes sont à l'école des programmes d'appui aux techniques agricoles. C'est à la faveur d'une initiative du gouvernement d'un montant de 2 milliards de francs CFA. Objectif, orienter la jeunesse vers les métiers agricoles. Freddy Melingui, de CRTV Sud. Pour asseoir une ceinture agricole autour de la ville portuaire de Kribi, 50 jeunes des 10 régions du pays ont débuté leur formation au centre d'incubation pilote d'Mbébé. Ils doivent faire des cours d'éducation à la citoyenneté, ils doivent faire des cours en informatique, ils doivent faire des cours en analyse financière ainsi qu'en entrepreneuriat. Et nous déroulons ce programme selon le principe du BIT. Hormis ça, ils doivent faire des descentes sur le terrain, une première descente qui dure environ 7 jours et une autre descente de 12 jours. Dans ce village pionnier de seconde génération, le jeune capitaine d'industrie agricole, Tony Bambiko, a aménagé des salles de cours, des fermes et ateliers pour le programme d'appui à l'entrepreneuriat agropastoral jeune. Tous ces jeunes dont la vie va véritablement changer sans avoir été obligé de monnayer quelque chose. Le tour du propriétaire a donné l'occasion à l'autorité administrative, Franck et Yone Banga, d'insister sur les valeurs d'intégrité, de patriotisme et d'engagement au travail dont ces jeunes doivent faire montre. C'est une opportunité qui leur est donc offerte par le gouvernement. Nous sommes fiers qu'ils ont compris cela. Ce programme draine un investissement de 2 milliards cette année pour former chaque trimestre 50 à 100 jeunes aux techniques de multiplication rapide, du maïs, de la tomate, des tubercules, mais aussi à l'élevage des porcs, poulets et lapins. À terme, ces jeunes doivent inonder le marché local et charger à Kribi les bateaux de produits agropastoraux pour l'exportation. Dans 2 semaines et quelques jours, ce sera la rentrée scolaire. Le stress est dans le camp des parents d'élèves. Yaoundé, la capitale, est en effervescence, mais les parents ne se bousculent pas dans les rayons des librairies. C'est en tout cas le constat de notre reporter Laurence Okalia, qui est allé prendre la température des préparatifs. Son reportage. Petit à petit, la page vacances se tourne. Bientôt, on ouvre le cahier de l'année scolaire 2018-2019. À moins d'un mois de la rentrée, ces contours se dessinent déjà. Dans les surfaces commerciales, les uniformes sortent timidement du placard. Les sacs à dos sont au premier rang et les jouets sont désormais au coin. Les incontournables embouteillages annoncent les heures de course. Direction la librairie. Les plus prévoyants préfèrent ne rien remettre à demain, de peur de ne plus rien trouver en chemin. Quand il y a encore moins de gens comme ça, on a encore la chance de trouver presque tous les livres. J'ai pour habitude de préparer la rentrée des enfants 1 ou 2 mois à l'avance pour éviter les embouteillages de dernière minute. J'ai prévu venir acheter les cahiers aujourd'hui comme je n'ai pas encore la liste des fournitures pour les livres. Question de les couvrir en attendant le juge pour éviter les désagréments de dernière minute. Effectivement, les livres manquent encore à l'appel. Et c'est une mauvaise rentrée financière pour les commerçants. Les parents arrivent, ils demandent des livres ne sont pas encore disponibles. Il y a à peine 50% des livres, surtout au primaire, qui ne sont pas encore disponibles. Ce n'est qu'une question de temps, on l'espère. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le calendrier académique 2018-2019, le 3 septembre est déjà marqué au rouge. Et toujours dans le secteur de l'éducation, le rôle de l'enseignement privé dans l'offre d'une éducation de qualité, c'est le thème des travaux de la 13e Commission nationale de l'enseignement privé, dont les assises se tiennent depuis ce matin à Yaoundé. Le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adjidji Alim, qui préside les assises, attend de l'enseignement privé de base une appropriation des nouvelles réformes concernant le livre unique et les programmes. Pierre Binambarga. La 13e Commission nationale de l'enseignement privé de base met autour d'une même table le gouvernement, les ordres de l'enseignement privé catholique, protestant, musulman et laïque. C'est une rencontre qui est traditionnelle et que nous organisons à la veille de la rentrée scolaire pour élaborer de nouvelles stratégies pour pouvoir améliorer le fonctionnement de nos établissements scolaires privés de base.
C'est une instance d'évaluation mais aussi de projection. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on rencontre un problème, on ne sait pas à quel moment on fait intervenir les mathématiques. On ne sait pas à quel moment on fait intervenir la grammaire ou la conjugaison. Ça se fait de manière globale. Donc il est question maintenant de former les élèves de l'école maternelle et de l'école primaire à devenir autonomes. La 11e Commission nationale de l'enseignement privé de base se tient au moment des grandes innovations, la réforme curriculaire et la politique du livre unique. Il était tout à fait indiqué qu'au cours de cette 13e édition, que nous puissions imprégner suffisamment les différents acteurs afin qu'à leur tour, dès qu'ils vont rentrer sur le terrain, qu'ils puissent continuer à relayer cette information afin que la mise en œuvre de ces curricula puisse s'effectuer de façon harmonieuse. Le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim, compte sur l'enseignement privé de base pour que le secteur soit bien imprégné de toutes les innovations, lesquelles innovations prennent effet dès la rentrée scolaire prochaine, c'est-à-dire dans 3 semaines. Et dans l'enseignement supérieur, la professionnalisation des enseignements est en marche. Une quarantaine d'étudiants des universités camerounaises viennent de prendre part en Nkolandom à un séminaire sur le management des projets. Ils ont 4 jours pour apprendre à parfaire leur propre compte. En ouvrant le séminaire de Nkolandom, le tout nouveau secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, Wilfried Gapsa, a invité les apprenants à saisir cette perche que leur tend l'État pour être des chefs d'entreprise. Le reportage de Cyril Kemenyé. Ils sont une quarantaine, ces étudiants camerounais, désormais membres du GTEC, génie et talent des étudiants camerounais. En marge des derniers Jeux universitaires de Maroua, ils ont été triés sur le volet et leurs projets ont compté parmi les plus pertinents. Ce sont eux qui constituent la 2e promotion du GTEC, qui est une volonté du chef de l'État de professionnaliser les enseignements et d'encourager l'adéquation formation-emploi. Ils vont recevoir des aspects, ce qu'il faut dans le cadre juridique pour mettre sur pied une entreprise. Ils vont avoir des connaissances sur la gestion des entreprises, sur la gestion de temps, sur la mobilisation de fonds dans la zone CEMAC. Et tous vont sortir d'ici avec un business plan. Sur les plus de 300 postulants ayant soumis leur projet à la faveur des derniers Jeux universitaires, 36 étudiants ont été retenus. Une nouvelle en religion, c'est en rapport avec le Hajj 2018. Les pèlerins camerounais sont arrivés en Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Le pèlerinage a débuté à Médine, où nous retrouvons notre envoyé spécial, Ousmane Assanda. Pratiquement tous les pèlerins du Cameroun ont foulé la terre sainte de l'islam. Ils ont rallié la ville de Médine grâce à 10 vols programmés, transportant au total près de 2600 pèlerins. Le Hajj 2018 va rentrer dans l'histoire comme celui qui a bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État. Nous remercions notre chef de l'État, président, qui a pris la décision pour nous gérer et satisfait à la période de pèlerinage. En plus, nous remercions aussi notre président Commission nationale des Hajj, qui est le ministre de l'administration territoriale, qui était debout avec nous nuit et jour jusqu'à vraiment ça bien réussi. Tous les pèlerins sont satisfaits et tous les fidèles musulmans ont satisfait. À Médine, la vie du pèlerin n'est pas du tout repos. Il s'adonne à des activités spirituelles intenses. Nous comptons prier vraiment beaucoup pour la paix, parce que ce sont des endroits où les prières sont acceptées. Si tous les musulmans là-bas font la paix, nous on a la conviction, si tout le monde s'y met, là-bas on prie, le Cameroun va trouver la paix de façon spontanée. C'est ce qu'on espère. On va vraiment beaucoup prier pour la paix et également on va prier pour que tout ce qui arrive au Cameroun, tous les dangers qui nous guettent, s'éloignent du Cameroun. 3 à 4 jours avant la fête du sacrifice, les pèlerins camerounais mettront le cap sur la Mecque pour le début effectif du Hajj. Et nous reparlons du secteur bancaire dans ce journal, cette fois à la faveur de la remise de médailles d'honneur du travail au personnel d'Afrilands First Bank. Près de 300 employés ont reçu tout récemment à Yaoundé des décorations en argent, en vermeil et en or au cours d'une manifestation conduite par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona. Occasion de remercier les clients, de féliciter les travailleurs et de rappeler les exploits de cette institution financière qui fait la promotion de l'initiative privée. Christelle Boudjeka. Banque
commerciale, banque d'affaires, banque de développement, Afriland First Bank récompense l'ancienneté et la qualité du parcours professionnel de ses employés déployés au Cameroun, dans des pays d'Afrique, en France, en Chine. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, décorait le 9 août dernier à Yaoundé 274 personnels. Ces bijoux font la fierté de ceux qui contribuent à la richesse nationale et au développement du pays. Je promets à Afriland First Bank d'être toujours à l'écoute des clients, assidu à mon travail et vraiment disponible. Ça fait 27 ans un peu passé que je suis à la banque et nous continuons à travailler parce que nous pensons que c'est bien pour la famille, pour la nation. Engagement, travailler davantage, à être beaucoup plus sérieux, à être plus diligent et puis à continuer à produire. C'est la deuxième cérémonie du genre après celle de 2009 qui avait primé 103 employés de la banque dont le total de bilan dépasse désormais 1000 milliards de francs CFA. Depuis 2010, Afriland First Bank occupe la première place. C'est lié à notre stratégie de pénétration du marché, c'est lié à l'innovation de la banque, c'est lié à notre volonté de changer l'écosystème du pays. Aucune grève n'a jamais été observée au sein de la banque, créée en 1987, il y a 31 ans. Le vivre ensemble, le dialogue social sont des maîtres mots de la banque, autant que l'abnégation, la diligence, la fidélité à une source de revenus. Le fondateur, Dr Paul Fokam Kamonier, insiste sur les missions de la Banque de la Terre africaine, Afriland, et son désir de conserver la première place du marché bancaire camerounais. Et c'est la fin de cette édition. Vous retrouverez Jean-Cyriac Bessé et Patricia Lebamotoxon pour le minuit. Tous nos journaux sont disponibles en ligne sur le site crtv.cm. Excellente soirée sur la CRTV.